Soyez bienvenus, toute l'équipe d'International est heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Alors, une actualité multiforme, large, variée, politique intérieure française, politique internationale, nous reviendrons sur la Russie, sur la Syrie, sur l'Irak, un certain nombre d'items, et donc nous avons choisi pour cette émission peut-être l'un des plus éclectiques de nos invités, Jacques Attali. Merci d'être avec nous. Nous allons vous présenter, en rappelant que vous êtes président de l'organisation non gouvernementale Planète Finance, qui œuvre dans le microcrédit dans 80 pays. Mais ça ne suffit évidemment pas pour résumer votre parcours. On le verra dans un instant. Alors avec Bruno Darou de Radio France Internationale et avec Christophe Hayat du quotidien Le Monde, notre partenaire également pour cette émission, eh bien nous allons faire plus ample connaissance les portraits, les vies de Jacques Attali avec François-Xavier Freland. C'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre qui prend bien la lumière. Depuis presque 50 ans, Jacques Attali est omniprésent dans les médias. Il est l'homme qui chuchote à l'oreille des présidents. Conseiller spécial de François Mitterrand dans les années 80, il plaidera alors pour la rigueur économique. Consulté successivement par les présidents Sarkozy et Hollande depuis, Jacques Attali milite aujourd'hui pour le concept d'économie positive. Ses idées sont à l'origine de la loi Macron. En gros, depuis la disparition de Mitterrand, appelez-moi Dieu. Jacques Attali n'est pas Dieu, mais presque. François Hollande a été mon assistant, donc je le connais très bien. Nicolas Sarkozy est un ami que je connais très bien, pour qui je n'ai pas voté la dernière fois, mais c'est n'empêche des hommes respectables. On ne peut pas dire qu'on soit au règne des géants, ça c'est clair. Pas le règne des géants, dit-il à propos de ceux qui gouvernent, en écoutant ses conseils. Pas très sympa, pourtant. Tout ne réussit pas à l'auteur d'innombrables rapports, dont le dernier sur la francophonie comme moteur de croissance, et l'un des rares à ne pas être resté dans les cartons. Des rapports qui se perdent. Et Jacques Attali en a écrit beaucoup qui, hélas, n'ont pas connu de traduction, ni même en langue française, ni en langue étrangère. Donc je pense qu'il a raison, Jacques Attali. Raison ou pas, à 71 ans, ce polytechnicien énarque, docteur d'État en sciences économiques, est un génie visionnaire pour certains, un touche-à-tout qui en agace d'autres. Jacques Attali est aujourd'hui à la tête de l'ONG Planète Finance, qui lutte contre la pauvreté dans le monde au moyen du microcrédit. Il trouve encore le temps d'être chef d'orchestre, écrivain, éditorialiste. Il fut même parolier pour la chanteuse Barbara. Je trouvais ça un peu farfelu parce que j'avais jamais écrit de chanson, bien que je vive dans un milieu de chanteurs et de musiciens, et que je sois musicien moi-même. Et puis, je me suis mis à le faire. Et j'ai un soir, exactement dans un avion, entendu une très belle mélodie de Schubert, et j'ai écrit cette chanson dans l'avion, Paris-New York. Seul bémol à cette longue carrière au service de l'économie, de la culture et surtout de la France, il n'a jamais été ni élu politique ni ministre. Une liberté de parole qui lui permet de plaider notamment pour un rapprochement avec Vladimir Poutine dans le conflit ukrainien. Laboratoire d'idées à lui tout seul, Jacques Attali préparerait même un programme présidentiel pour 2017. Oui, on confirme, vous nous en parlerez, un programme présidentiel pour 2017. Un mois avant que nous commencions l'entretien, effectivement, vous n'avez jamais été élu, jamais ministre. C'était fait de redouter un peu la frousse d'affronter le corps électoral, bien vous avez dit, je suis au-dessus de ça, c'est voilà. Non, c'est un métier parfaitement respectable et nécessaire, c'est même la condition de la démocratie. Mais j'ai jamais aimé demander quoi que ce soit, ni demander un poste. On vous l'a proposé. Oui, mais ça m'a... D'abord, quand j'étais à l'Élysée, c'était beaucoup plus intéressant et peut-être plus influent que d'être ministre. Et ensuite, j'ai toujours occupé des postes qui ont été créés pour moi, et non pas des postes qui auraient pu être occupés par quelqu'un d'autre. J'aime pas, et je pense que c'est une règle que chacun d'entre nous doit avoir, c'est d'essayer de faire quelque chose de vraiment différent pour être utile. Ce n'est pas un acte mégalomaniaque, c'est une façon d'être utile en étant vraiment soi-même. Donc j'ai jamais en effet cherché à être élu, j'ai eu l'occasion de refuser l'honneur d'être ministre, mais j'estime être plus utile. Dans les rapports que vous avez cités, curieusement, on oublie toujours un rapport que j'ai fait pour Lionel Jospin, qui est peut-être celui qui a eu le plus d'influence, puisque j'ai fait un rapport sur l'évolution de l'enseignement supérieur, et qui a inventé l'idée du LMD, c'est-à-dire des 3 niveaux de diplôme, et qui s'est généralisé immédiatement à toute l'Europe. Nous avons créé ainsi l'euro de l'enseignement supérieur, qui est vraiment une réforme absolument majeure. Alors, je le disais, donc 2017, et nous l'évoquerons tout à l'heure, la volonté de rédiger un programme. On vous demandera peut-être pour qui vous avez envie de le rédiger, pour vous-même ou pour un autre. Avant cela, peut-être, allons-nous commencer avec Bruno Darou et Christophe Hayat de parler de la politique internationale avec le dernier événement en date, l'assassinat
on pourrait dire, de l'opposant emblématique actuellement au président Vladimir Poutine. Est-ce que vous voyez dans cet acte la main du Kremlin derrière l'élimination donc de cet opposant Boris Nemtsov? J'en sais rien, c'est possible. Ça paraîtrait le coupable le plus vraisemblable, puisque c'est lui qui a le plus intérêt à cette mort. Mais en même temps, est-ce qu'il a intérêt à tuer un de ses adversaires quelques heures avant une manifestation massive? Ça me paraissait... Oui, enfin, ce qui se dit apparemment, c'est qu'il allait apporter des preuves sur l'implication de l'armée russe en territoire ukrainien. Donc voilà, c'est une piste. Si des preuves il y a, et elles sortiront. Et elles sortiront quoi qu'il arrive. On ne retient pas ce genre d'événement en assassinant quelqu'un. S'il l'a fait, c'est un crime, évidemment. Qui que ce soit qui l'ait fait, c'est un crime. Enfin, on fait du café du commerce, là, j'en sais rien. Comment vous jugez l'évolution en Russie? Il y a une accumulation de morts, de condamnations, et en fait, on a l'impression que la Russie est en train de sortir de la démocratie pour faire place à un régime autoritaire. Non, la Russie n'a jamais été une démocratie. La Russie, moi j'en ai connu l'évolution depuis 30 ans, puisque j'ai eu le privilège de rencontrer Andropov, Tchernenko, Gorbatchev et les suivants. Ça n'a jamais été une démocratie et les élections sont toujours très difficiles. Catherine II écrivait elle-même qu'un grand pays d'une telle ampleur ne peut pas se gouverner autrement que de façon totalitaire. Je ne dis pas que c'est vrai que ça durera, mais ce n'est pas une démocratie. Et je n'ai pas... Même pendant la période Yeltsin, il n'y a pas eu au moins des ébauches? Non, enfin, oui, il y a eu des ébauches, comme aujourd'hui, il y a aussi des ébauches, il y a des opposants, il y a des partis d'opposition, il y a aussi des ébauches, il ne faut pas dire que ce n'est pas une dictature, au sens le pire qu'on puisse imaginer. C'est vrai que ce n'est pas une démocratie, et c'est vrai que ça n'est pas... mais l'Ukraine n'est pas une démocratie non plus, la Biélorussie n'est pas une démocratie, vous prenez la plupart des pays de la région, ce n'est pas des démocraties, donc c'est vrai que la Russie est ainsi. Est-ce qu'elle évolue dans une direction pire encore? Oui, et je pense que nous en sommes en partie responsables. Je pense que le fait d'isoler la Russie va la pousser vers cette situation. On précise la question. Vous êtes favorable au maintien, en dépit de ce qui se passe, au maintien d'un dialogue avec le Kremlin? D'abord, il faut affronter une chose précise et simple. Un vieux ministre des Affaires étrangères qui est aujourd'hui mort depuis longtemps, qui s'appelait Claude Chesson, un jour a fait scandale quand on lui a demandé ce qu'on ferait quand l'Union soviétique a envahi la Pologne. Et il a répondu « rien naturellement ». Bon, eh bien... on peut dire tout ce qu'on voudra, il faut affronter les choses. Si même l'armée russe, dans 3 minutes et demie, décide de franchir la frontière ukrainienne pour l'envahir, ce que je ne crois pas, ouvertement, qu'est-ce qu'on fera? Rien, naturellement. Vous voulez dire que l'Europe n'est pas prête à mourir pour Donetsk? Mais bien sûr que non. Et ce n'est pas la même chose s'ils envahissaient la Pologne ou les Pays-Bas, parce que ça, les alliances jouent et c'est l'OTAN. Donc là, il n'y a pas de La ligne rouge, c'est les frontières de l'Europe. C'est les frontières de l'OTAN. C'est la participation à l'OTAN et à l'Union européenne qui crée une ligne rouge infranchissable. Mais pour le reste, il faut être conscient des choses. On ne bougera pas. Donc on peut constater qu'il y a des dictatures dans un grand nombre de pays. On peut saluer avec un immense courage et aider ceux qui se battent contre ces dictatures partout dans le monde et les aider autant qu'on peut. Mais on n'ira pas faire la guerre pour... Et les sanctions économiques sont adaptées? C'est une bonne réponse? Non, je pense que c'est une erreur depuis le début. Je pense que la meilleure façon de faire que la Russie aille vers la démocratie, c'est de l'aider en l'intégrant à l'Europe. Comme je pense d'ailleurs qu'une des raisons du mouvement vers... Est-ce qu'elle veut, elle, s'intégrer à l'Europe? Oui, si vous prenez si vous prenez les dirigeants russes depuis 30 ans, depuis 25 ans, leur obsession, leur ennemi majeur, c'est le fondamentalisme islamiste. C'est ça leur ennemi. Et ils rêvent d'un rapprochement avec l'Europe. Ils le disent, même l'actuel président, M. Poutine l'a dit à plusieurs reprises, qu'il rêvait d'un rapprochement avec l'Europe. Mais ils ne feront pas l'erreur qu'ont fait les Turcs de demander leur adhésion pour se le voir refuser. Et d'ailleurs, le refus qu'on a opposé, à mon avis, à tort aux Turcs, même en faisant traîner la négociation, mais en tout cas en montrant une attitude bénévolente, aurait évité l'évolution actuelle de la Turquie, qui va devenir un fer de lance de l'islamisme. Mais vous pensez vraiment que la Russie de Vladimir Poutine souhaiterait, dans le fond, je pense que la Russie se rapprocherait de l'Union européenne? Parce que quand on voit à la fois les fondamentaux politiques et presque philosophiques de Vladimir Poutine, il est plutôt sur une ligne... On va reconstituer un peu le glacis perdu, l'URSS humilié. Vous savez, c'est un jeu. C'est un jeu
où chacun se pousse vers l'extrême. Je pense qu'on a fait une erreur en n'allant pas à Sotchi, au sommet du G8, et je pense qu'on a fait une erreur en poussant les Russes dans cette direction. Peut-être à un certain moment... Est-ce qu'on a fait une erreur en souhaitant que l'Ukraine intègre l'OTAN ? Ah oui, moi je pense que... d'abord, on ne l'a pas souhaité. Je pense que l'Ukraine a toute sa place dans l'Union européenne. Elle n'a pas sa place dans l'OTAN, en tout cas, tant qu'elle n'est pas un pays démocratique. C'est quand même un des pays qui est reconnu comme un des plus corrompus du monde aujourd'hui. Donc il faut quand même mettre en place une gouvernance. Mais moi je suis pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, comme je suis pour l'entrée de la Biélorussie, et comme je suis pour une alliance, une sorte de... Non, parce qu'on dit souvent pour Vladimir Poutine, ce qui est très inquiétant, c'est l'extension de l'OTAN. Bien sûr, que l'Union européenne. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que l'OTAN, personne n'y pense. Aujourd'hui, c'est un casus belli avec les Russes. Qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine ? Parce que le temps qu'elle fasse ses réformes, il semble que M. Poutine, lui, envoie des hommes, des troupes, des armes et saccage l'Est, malgré les accords qu'il signe lui-même. Oui. Je ne suis pas là pour défendre M. Poutine, je n'ai rien de... Comment traiter avec lui ? Il faut d'abord constater le fait qu'on ne fera pas la guerre pour défendre la souveraineté ukrainienne. Il faut constater ce fait. On ne fera pas la guerre pour défendre la souveraineté ukrainienne. C'est un fait. Ou alors, si on faisait ça, ce serait la guerre mondiale, la guerre nucléaire qu'on a évitée en 1962 avec l'affaire des missiles de Cuba. Et je ne pense pas qu'on le souhaite. Même s'il y a des va-t-en-guerre, tant dans le commandement intégré de l'OTAN qu'à New York. Donc l'Ukraine est seule. L'Ukraine, on la défend de toutes les façons possibles. Mais moi, les Ukrainiens. Mais je ne crois pas du tout que la volonté des Russes soit d'avaler l'Ukraine, d'avaler la partie russe de l'Ukraine peut-être, mais d'avaler l'Ukraine, non, je n'y crois pas du tout. Et encore une fois, même si c'était un cauchemar, c'est-à-dire que les Russes avaient envie de revenir à Kiev, je pense qu'on ferait rien. Est-ce qu'il faut armer les Ukrainiens ? Les aider à se battre tout seuls, au moins. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. D'abord parce que on ne sait pas où iront ces armes à la fin. Ensuite, comment peut-on reprocher aux Russes de les aider, d'aider les autres si c'est la... Mais alors on fait quoi ? Vous dites les sanctions économiques, on n'ira pas faire la guerre. Les sanctions économiques, c'est pas très efficace. Armer les Ukrainiens. Quel est le meilleur positionnement dans cette crise ? Il faut avoir une hiérarchie des combats. Notre combat principal, c'est pas contre la position de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Notre combat principal, c'est contre l'islamisme fondamentaliste et le terrorisme qui est derrière. Et donc, il faut savoir hiérarchiser les batailles. Cette bataille... Donc ça veut dire qu'on laisse Vladimir Poutine faire ce qu'il veut avec l'Est de l'Ukraine. Mais de toute façon, vous allez quoi, envoyer des marines non, mais vous allez envoyer... ça sert à rien de parler en l'air. On fera... Est-ce qu'on va envoyer des forces ou est-ce que les Américains vont se battre par Européens interposés qui iront mourir sur le terrain à leur place pour une reconstitution illusoire de la guerre froide? Ça n'a pas de sens. Pour rebondir sur la question de Christophe, on dit que les Américains seraient disposés à fournir des armes. Oui, à fournir des armes pour que nous allions nous faire tuer en leur nom. En réalité, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Donc c'est joué. Non, mais pour finir sur ce dossier, pour vous, c'est joué, quoi, en fait, quasiment. C'est joué quoi ? C'est-à-dire que l'Est de l'Ukraine, peu à peu, va revenir dans le giron russe et il ne se passera rien d'autre. Mais c'est leur affaire. Franchement, c'est leur affaire. Alors, autre cas de... Ça ne me gênerait pas. Autre cas de figure. D'accord. Très concrètement, on va regarder ailleurs dans le monde. On va regarder du côté de la Syrie, avec cette désagrégation donc, du pays, avec Bachar el-Assad qui aurait utilisé, on le sait, depuis des années des armes chimiques, bombardé son peuple, 200 000 morts. Face à cela, l'État islamique Daesh. Faut-il, question pratique de cette semaine, faut-il aller rencontrer Bachar el-Assad comme étant un moindre mal par rapport aux terroristes ? Comme l'ont fait 4 parlementaires français. C'est une bonne question, en fait. Moi, je trouve que ce personnage est ignoble. Cet homme qui a fait envoyer des armes chimiques sur son peuple, c'est absolument ignoble. Donc, jamais de ma vie, j'imaginerais rencontrer un personnage comme ça. Mais enfin, il faut quand même aussi rappeler les choses comme elles sont. L'armée américaine, aujourd'hui, elle est en contact permanent avec l'armée syrienne pour ses bombardements, pour organiser les frappes qui sont contre Daesh. Là aussi, c'est une question de hiérarchie d'ennemis. Faut à un moment savoir qui est notre ennemi principal. Je trouve que c'est une folie d'aller rencontrer un dictateur, quel qu'il soit, et celui-là est un des plus abjects, un des plus abominables, et donc le rencontrer est une faute incroyable. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut constater, les dictateurs laïcs, du point de vue cynique occidental, sont moins graves que les dictateurs fanatiques fondamentalistes. Et donc, il faut... Ce que Laurent Fabius et François Hollande expliquent, depuis le début, c'est que Bachar el-Assad
a fabriqué Daesh. Enfin, il a tout fait pour que ce groupe existe, et plus ce groupe terroriste prospère, et plus lui se retrouve conforté. Donc on est dans cette espèce de situation complètement folle d'aller traiter avec la personne. Mais je ne plaide pas pour qu'on traite avec lui, je plaide pour qu'on l'ignore. Mais il faut bien savoir que l'armée syrienne combat aux côtés des Américains contre Daesh aujourd'hui. Sur l'initiative, pour revenir, alors ça c'est plus un côté un peu franco-français, on va dire, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une diplomatie parlementaire en parallèle de la diplomatie plus officielle du Quai d'Orsay, etc. Est-ce que vous trouvez qu'en termes de séparation des pouvoirs et de fonctionnement de la démocratie, c'est bien que ça existe ? Oui, c'est bien que ça existe. Les parlementaires ne rendent pas compte au gouvernement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Parfois, d'ailleurs, les Américains font ça tout le temps. Hein. Les Américains utilisent leurs parlementaires comme des bras de leur diplomatie, ou parfois de façon... Alors là, apparemment, c'est pas le cas. Non, là, c'est pas le cas. Mais moi, j'ai le plus grand mépris pour cette visite. Je trouve ça une visite extrêmement condamnable. Mais sur le principe qu'un parlementaire qui ne rend compte qu'à ses électeurs et pas au pouvoir politique puisse le faire. Mais en même temps, par exemple, je crois que c'est Jacques Miard, un des 4 parlementaires français, qui a dit ce que vous voulez, le propre de la diplomatie, c'est de parler avec des gens qu'on n'aime pas. S'il fallait ne pas parler avec tous les dictateurs, je pousse la logique jusqu'à l'extrême. Il y a beaucoup de gens avec qui on parlerait pas. Bien sûr, ça c'est une banalité qui est vraie. Mais maintenant, de là à aller voir le dictateur, aller sourire devant ses caméras, ça me paraît une faute majeure. Alors, Oui. La France combat l'État islamique en Irak, mais pas en Syrie. Il y a d'autres pays qui combattent en Syrie, mais pas en Irak. Les pays arabes notamment. Les États-Unis combattent dans les deux, mais sans troupes au sol. Comment vous disiez, c'est notre priorité aujourd'hui. Quel jugement vous portez sur la lutte contre l'État islamique face au mouvement djihadiste qui aujourd'hui s'étend sur 2 pays? Nous sommes en train de constituer une nouvelle organisation. Si on prend un peu de recul sur l'état du monde, l'Union soviétique a disparu, le pacte de Varsovie a disparu. Étrangement, l'OTAN n'a pas disparu. L'OTAN aurait dû disparaître en même temps que le pacte de Varsovie. Il n'a pas disparu. Bon, pour des tas de raisons multiples. Mais en fait, l'OTAN est devenue la structure de défense et de police du monde des démocraties. Et donc c'est l'OTAN qui, d'une façon ou d'une autre, sous des noms divers, intervient là. C'est très bien ainsi. Moi, je suis pour cette évolution de l'OTAN, ce qui fait d'ailleurs dire que ça doit évoluer. Mais nous sommes au balbutiement de l'organisation. Il va y avoir une bataille extrêmement forte qui va utiliser d'autres armes, les drones en étant un premier élément, mais il y en a d'autres qui vont apparaître, qui font que cette bataille doit être beaucoup plus nette, beaucoup plus globale, beaucoup plus frontale. Et ça renvoie d'ailleurs à la question de savoir l'ampleur de notre budget de défense. Il faut se rendre compte que nous sommes entrés dans une période de guerre. La guerre a commencé. Et c'est pour ça que je parle de combat principal. Souligner l'incohérence d'un pays à l'autre, de la Syrie bien sûr, à l'Irak. Bien sûr. Nos ennemis ne respectent pas les frontières. D'une certaine façon, l'État islamiste se rêve de la Mauritanie au Pakistan. Et c'est sur tout ce territoire qu'il faut les combattre. L'accord qui vient d'arriver au Mali est une bonne nouvelle. La Mauritanie est encore incertaine. Ce qui se joue en Libye est évidemment tragique et très inquiétant. Et la bataille, elle est sur tout ce territoire, de la Mauritanie au Pakistan. Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé dans cette émission, c'est le mot Europe. Il n'y a aucune réponse européenne. La France est en première ligne. J'ai souvent expliqué que les États-Unis ne sont constitués comme une nation avec un pouvoir fédéral qu'à partir du moment où les troupes françaises étant parties après 1789, les troupes anglaises sont commencées à revenir et les Américains se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils s'arment pour se défendre. Et c'est là qu'ils ont fait un budget, et qu'ils ont créé les bons du Trésor et que les États-Unis sont nés. Je pense que l'Europe naîtra face à une menace. C'est la prise de conscience de la menace. Je crois qu'on ferait une immense erreur en choisissant comme menace principale la menace russe. Pour moi, c'est pas la menace principale. Et elle peut naître face à la menace du terrorisme. Elle doit naître face à la menace du terrorisme. Elle doit se donner des moyens, d'infrastructures. C'est pas le seul enjeu. Il y en a d'autres. Le climat, l'environnement, les technologies. Heureusement, Pacifique mérite notre alliance et notre solidarité. Mais nous avons besoin. La France n'est plus aujourd'hui tout seule capable d'assurer la défense de l'Europe. On voit bien avec ce qui se passe en Italie aujourd'hui, qui est menacée directement par la Libye ou par les terroristes libyens. Et il faut donc une puissance européenne forte. Jacques Attali, on vous retrouve dans 2 minutes exactement, le temps sur les antennes de RFI et TV5 Monde de faire un point de l'actualité. À tout de suite.
Retour international, nous accueillons aujourd'hui Jacques Attali, qui fut conseiller spécial de François Mitterrand, conseiller de différents présidents de la République. Beaucoup de fonctions, on l'a vu au début de cette émission. Vous venez de suivre avec nous le flash d'information sur TV5 Monde. Un point retient votre attention, ce qui se passe dans les pays baltes. Comme élément d'inquiétude, on revient au début de cette émission, sur peut-être là aussi une ligne rouge des frontières de l'Europe par rapport à la Russie. Oui, c'est très important. Ce qui s'y passe est très important. C'est là où on va juger vraiment le risque de type Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre absurde qui est déclenchée pour des raisons absurdes de jeux d'alliance. Le scénario du pire, c'est dans cette élection dans laquelle il y a un parti russophone et un parti qui n'est pas russophone, qu'on voit le parti russophone. C'est le scénario du pire, je ne dis pas que ça va arriver. L'élection législative aujourd'hui en Estonie. Qu'on voit le parti russophone obtenir une force assez forte pour non pas gouverner le pays, mais revendiquer un certain nombre de droits, que ces droits soient des droits qui conduisent progressivement à un conflit interne au pays, et que progressivement, quelques fous dans ces russophones en appellent au soutien du voisin. Là, on se retrouverait dans une situation de type ukrainien, mais dans un pays membre de l'Union européenne, ce qui est évidemment infranchissable. Et là, il est très important d'affirmer dès maintenant que ceci n'est pas négociable. Je pense d'ailleurs que les Russes ont compris et le savent que c'est pas négociable, même si il faut comprendre aussi, des Russes de l'autre côté de la frontière, et les Russes sont concernés. J'espère évidemment que les Estoniens ne feront pas l'erreur incroyable du gouvernement ukrainien qui avait, je le rappelle, interdite par les Russes en Ukraine. Ce qui évidemment était à la source de l'ensemble de ces conflits. Heureusement, ça n'a pas duré. On observe quand même que ce pays rétablit le service militaire, service de conscription, oui, au cas où. Donc c'est une montée des périls. On peut parler de danger de guerre pour vous? Oui, bien sûr. Les tambours roulent, absolument. Ça fait 60 ans, 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre en Europe. Ça va bien finir par redevenir une probabilité non négligeable. On parlait de terrorisme avant, Jacques Attali, avant cette pause d'actualité. Je voudrais qu'on revienne sur une réalité, sur une image que n'ont pas évidemment nos éditeurs de RFI, mais ils l'ont en mémoire. Mossoul, le musée, avec la destruction de ses chefs-d'œuvre en Irak, destruction parce que des statues ou des icônes ne peuvent pas être vénérées. Comment est-ce que vous avez, évidemment, on condamne tous, mais comment est-ce que vous percevez Je l'ai vécu comme un des pires blasphèmes du monde. Je ne peux même pas regarder ces images sans être torturé. J'ai eu le privilège de voir les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan avant. Dynamité, oui. Non, je les ai vus. Mais avant, vous les avez vus à plusieurs reprises. Et c'était une merveille absolue. Et on n'a pas assez relevé combien le fait de dynamiter ces merveilles était un signe d'obscurantisme extraordinaire. Je veux dire, ça suffirait soi-même pour renvoyer la bataille la plus terrible, ceux qui osent faire ça, quoi. Bon, il y a eu aussi évidemment ce qui s'est passé à Tombouctou. Oui. Vous êtes d'accord avec la formule de Manuel Valls qui parle d'une nouvelle forme de fascisme, dans le sens où c'est une intolérance totale, rien n'est... négociable. Le mot fasciste renvoie à une doctrine très particulière, d'ailleurs très sophistiquée, spécialement italienne, donc c'est un cas très, très, très différent. Non, mais dans son emploi un peu généralisé, quoi. Oui, mais enfin bon, non, c'est un obscurantisme absolu qui correspond même pas du tout à l'islam, même l'islam est au XVe siècle. Si on se réfère à ce qu'était l'islam dans ces merveilles du XIIe siècle, c'était le temps des Lumières, c'était une merveille absolue. Donc ces gens-là enfin, ils ne comprennent rien à ce qu'est la réalité de la grandeur de l'islam, qui est une religion éclairée et magnifique comme elle a su l'être à Babylone, à Cordoue, au Maroc et dans bien d'autres lieux. Non, ça n'a rien à voir avec rien, sauf que c'est la barbarie absolue, quoi, c'est tout. Christophe Ayat. Vous disiez que le djihadisme, le terrorisme islamiste, a été la principale menace de l'Europe, à laquelle l'Europe devait faire face aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui la principale menace à laquelle la société française doit faire face ? Est-ce que c'est le principal problème de la France ? Non, c'est pas le principal problème de la France. D'abord, il ne faut pas mélanger le fondamentalisme, le terrorisme et l'islam. On a en France 5-6 millions de musulmans, je ne sais pas combien, qui sont tous, pour 98% d'entre eux, des gens magnifiques, qui s'intègrent dans la société, qui sont très utiles au pays et qui font un travail magnifique. Moi, j'en connais beaucoup. Parce que Planète Finance, nous travaillons dans les quartiers, c'est vraiment une des richesses du pays. Et l'islam fait partie de cette richesse du pays, il faut l'affirmer haut et fort.
Pour vous, donc, ce phénomène est déjà enclenché depuis 20, 30 ans et va se poursuivre. Le phénomène de quoi? De l'intégration de... Oui. Voilà. Et cette intégration est particulièrement difficile. Christophe, il parlait du terrorisme, évidemment pas des musulmans en France. Oui, c'est ça. Mais donc, non, mais c'est important de rappeler que c'est 98%. C'est pour ça qu'il faut pas... Parce qu'on va finir par dire le principal problème de la France, c'est l'islam en France. C'est ça qui est pas ce que vous disiez, mais ce que beaucoup vont finir par dire. Non, l'islam en France, l'islam est une chance pour la France. Je dis ça, et ce qui est une phrase un peu choquante pour beaucoup de gens, comme je dis qu'il est plus difficile en France d'être musulman que d'être quoi que ce soit d'autre, y compris juif. C'est plus difficile de vivre en France comme musulman, comme juif. Parce que la société française n'a pas encore franchi aidé à franchir le plafond de verre à toute cette génération de gens. Je pense que peut-être certains juifs qui nous écoutent en ce moment vont trouver, qui ont un ressenti de très grande difficulté en France aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pour ça que je le dis, parce que je le pense profondément, bien sûr, qu'il y a... Alors comment vous jugez la formule de Netanyahou avant ces élections qui dit aux Juifs de France, votre vraie place, la place en sécurité, c'est de venir en Israël? C'est son rôle, le Premier ministre d'un pays, que d'essayer d'attirer un maximum de gens. La France, à juste titre, devrait tout faire pour attirer un maximum de talents. De rapport en rapport, je dis au gouvernement français successif, appelez les talents à venir chez vous. Et M. Netanyahou a raison de le faire de son point de vue. Il attire les talents. Voilà. Ouais. On peut revenir juste. Pourquoi c'est plus difficile, selon vous, aujourd'hui, d'être musulman que juif en France? Pour mille et une raisons. D'abord parce que les juifs sont en France depuis plus longtemps, donc le processus d'intégration qui met toujours du temps, ça a été difficile aussi pour les Italiens, les Rital, pour les Polonais, les Polacs, etc. Donc ça met du temps. Ensuite, pour qu'une communauté s'intègre, il faut qu'elle se mêle à la communauté nationale, qu'elle crée une classe moyenne qui se développe, qu'elle crée une bourgeoisie, que cette bourgeoisie puisse avoir assez de moyens pour aider les plus pauvres de sa propre communauté, que se créent des réseaux. J'ai écrit récemment un article où je disais que le vrai grand réseau social, c'est le réseau des personnes et pas le réseau Facebook ou quoi que ce soit de ce genre. Donc c'est avoir une vraie classe moyenne et une vraie bourgeoisie. L'islam de France n'a pas encore, et c'est normal, c'est une question de temps, eu tout cela, et donc les processus de jeu relationnel qui permettent d'accélérer l'intégration n'existent pas. Ils n'existent que dans certains milieux, le foot, le théâtre, le cinéma, mais ils n'existent pas dans d'autres. On n'a pas encore tous ces réseaux de relations qui fonctionnent si bien pour d'autres groupes, que ce soit les francs-maçons ou autres formes de communautés. On parle des juifs ou des musulmans. Des Français juifs sont morts parce que juifs, dans l'actualité récente, ce qui ne s'est pas produit pour d'autres communautés. Oui. C'est tout à fait un scandale. Je suis juif moi-même et je trouve ça particulièrement épouvantable. Vous pensez que la France n'a pas réglé son problème avec l'antisémitisme? Mais non. L'antisémitisme est présent sur la planète entière et vous avez même des antisémites dans des pays où il n'y a pas de juifs. C'est une réalité très profonde du monde parce qu'on a toujours l'idée fantasmatique qu'il faut un bouc émissaire, une cause à vos malheurs et on en trouve ici et là. Mais si vous regardez l'antisémitisme français, il a beaucoup baissé. Regardez ce qui se passe. Prenez l'affaire Dreyfus, par exemple. On dit l'affaire Dreyfus, c'est un signe d'antisémitisme. Oui, c'est vrai. Mais il y avait la moitié de la France qui était dreyfusarde. Et finalement, la vérité l'a emporté. Et donc, c'est plutôt une marque de victoire contre l'antisémitisme que l'affaire Dreyfus, c'est pas le contraire. Et si vous regardez l'antisémitisme en France aujourd'hui, effectivement, il existe. Il y a 1000 formes d'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme chrétien, et Dieu sait qu'il est encore là. J'ai encore relevé dans un livre qui est passé inaperçu, M. Emmanuel Carrère, dans un livre qui a fait un succès que je pense personne n'a lu malgré son succès, qui s'appelle Le Royaume, page 350 et quelques, il y a 3 pages totalement antisémites, chrétiens, qui expliquent que le peuple juif est la cause de l'assassinat de Jésus. Bon, voilà, c'est écrit noir sur blanc sur 3 pages. Bon, donc il y a en effet un antisémitisme plus ou moins involontaire, peut-être n'est-il même pas conscient qu'il est antisémite en écrivant ça, mais ça existe partout, Alors pour poursuivre, il y a eu ce qu'on appelait l'esprit du 11 janvier, une forme en France de communauté nationale, de consensus national. C'est déjà fini ? Oui, ça arrive souvent ça, les consensus émotionnels qui c'est pas que c'est fini, c'est-à-dire c'est là, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres raisons de se diviser. C'est pas un unanimisme qui interdit toute division. Mais la France est unie sur l'essentiel, elle reste unie sur l'essentiel. Si les malheurs veulent qu'une autre circonstance se présente, la France sera tout aussi magnifique, parce que c'est un grand pays qui a un passé et un avenir magnifique dans la conscience de sa grandeur et de son unité nationale, et j'y crois beaucoup. Mais il n'empêche que les Français sont heureusement très divisés, ils ont des opinions politiques différentes, et très bien, on ne peut pas demander aux Français, parce qu'ils ont tous été unis contre les terroristes, de voter une loi sur le travail du dimanche. Ils ne l'ont pas tous été, même s'il y a
Voilà. 4 millions de personnes à la rue, Voilà. c'est beaucoup. Et quand on regarde justement ce mouvement des opinions ou de la politique, dans un mois tout juste, en France, élections départementales qui vont assez probablement passer inaperçues, notamment dans le monde, on pourrait presque s'en excuser auprès de nos auditeurs et téléspectateurs, où l'extrême droite, le Front National, est donné comme première formation politique. Je crois que la réalité qui est derrière ça, c'est que comme on ne parle pas de programme, comme on ne parle pas d'idées, comme on ne parle pas de projet, on est dans une fantasmatique totale. On est dans l'idée qui est la principale moteur de la montée du Front National. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça ne marche pas, essayons autre chose. Bon. Et puis il y a le premier parti de France qui est quand même l'abstention, puisqu'on prévoit presque 60% d'abstention pour ce Mais scrutin. ceux qui votent Front National, qui n'avaient pas juste à présent voté, ne s'occupent pas du programme du Front National, dont il faudra s'occuper sérieusement, parce que c'est un programme fou, qui est aussi absurde qu'une grande partie du programme de parti Syriza en Grèce ou des partis Aube Dorée ou de ces gens-là dont on a vu... Vous faites une parenté avec Syriza en Grèce et le Front National en France? Bien sûr, Madame Le Pen l'a soutenu, donc on peut le comprendre. Mélenchon aussi. Oui, bien sûr, mais de ce point de vue, malgré le caractère parfaitement démocratique et respectable du Front de gauche... Vous êtes en train de dire qu'il y a une nébuleuse de programme entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Sur certains points, oui, sur certains points. Mais ça, je ne dis pas qu'ils n'en ont rien à voir. Le Front de gauche sont des gens, pour la plupart d'entre eux, totalement, enfin pour tous, tout à fait démocrates et républicains, ça n'a rien à voir. Mais enfin, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, sur le même thème, c'est-à-dire on va affronter l'Europe et on obtiendra beaucoup plus que les partis raisonnables n'ont obtenu. C'est ça sur ce point que je disais. Le Front National dit qu'il est républicain aussi. Hein. Oui, mais quand on regarde le contenu de son programme, la sortie de l'euro, la fermeture des frontières, le retour de Fun Schengen, vous ne faites pas ça dans un contexte démocratique. Vous ne pouvez pas le faire dans un contexte démocratique. J'aimerais bien être affronté... C'est-à-dire Si vous voulez sortir de l'euro, refuser Schengen et créer les conditions d'un protectionnisme français, vous ne pouvez pas le faire dans un contexte démocratique. Vous êtes obligé à un moment de mettre en place des mesures autoritaires. Ça ne passera pas. Je voudrais bien qu'on prenne le temps de l'expliquer. Donc ça ne passera pas. Le programme de Mme Le Pen conduit à une situation... Le Front National, pour vous, n'est pas une formation politique comme les autres, de ce point de vue? Je dis que son programme... D'abord, il y a toutes sortes de gens dans le Front National. Il y a tous les antisémites qui sont réfugiés, ou une grande partie d'entre eux. Parce que même Kerman, je ne dis pas qu'il a donné un brevet de bonne conduite. Non, il a parlé d'une personne et pas d'un parti. C'est pour ça que je crois que c'est très important aujourd'hui de parler des partis et pas des... Je rêve d'un système institutionnel où, avant d'élire un président de la République, on voterait pour un programme. C'est le cas, mais le programme n'est jamais appliqué, vous le savez bien. On voterait pour un programme. Non, c'est pas vrai. En 81, si je peux me permettre de vous dire, c'est pas vrai. En 81, on a élu un programme et on a appliqué le programme pendant 3 mois. Ouais. En 3 mois, on l'a appliqué. C'est d'ailleurs la dernière fois. 2 ans après, c'était le tournant de la rigueur. Absolument pas. Le tournant de la rigueur n'a remis en cause aucune des réformes que nous avions appliquées. Rien, zéro. On a simplement ralenti l'augmentation de salaire. Et c'est pas du tout une période de remise en cause de quoi que ce soit. Donc, mais je reviens sur votre question sur le Front National. Il y a cette idée, on a tout essayé. Mais c'est pas vrai, on n'a pas tout essayé. La gauche et la droite n'ont essayé aucune des réformes, de gauche et de droite, qui seraient nécessaires. La liste des réformes qu'il convient de faire... Que vous avez proposé, notamment dans le rapport Attali. Que j'ai proposé dans une commission que je rappelle bipartisane, qui rassemblait à peu près toute la classe politique française, sauf le Front National, je le reconnais. Les syndicats, le MEDEF, la CGT, à titre personnel, les gens étaient là. Nous sommes arrivés à un rapport unanime d'un nombre considérable de réformes qu'on a égrené certaines d'entre elles, mais qui restent essentielles. Est-ce qu'un certain nombre de ces réformes sont passées dans la loi Macron? Il y a des tentatives quand même. Oui, on a égrené. Je pourrais vous faire la longue liste depuis la réforme que Nicolas Sarkozy a appliqué à peu près le tiers de ce rapport. Donc, mais c'est comme un médecin qui vous donne une ordonnance. Si vous en prenez le tiers, on peut difficilement croire que vous allez être guéri. Vous avez appliqué tout Attali ou ça ne marchait pas? C'est pas moi. C'était un rapport collégial avec une masse de gens qui avaient travaillé tout à fait considérable. Je pense, en effet, il faudrait faire l'exercice rétrospectif. Si on avait appliqué en 2008 le rapport que nous avions proposé, la France serait totalement dans une situation complètement différente. Sa dette publique serait pas là. Et progressivement, on applique tout ce qu'on avait dit. Mais trop lentement. Et la loi qui porte le nom d'Emmanuel Macron reprend une petite partie de ce rapport. Donc, je rappelle qu'il était lui-même le rapporteur général. Emmanuel Macron dit que vous avez été un des découvreurs de ce jeune ministre, qui est aujourd'hui ministre brillant.
à l'épreuve du pouvoir, vous le trouvez qu'il tient le coup. En effet, j'ai eu le privilège de le rencontrer au moment où j'ai choisi les rapporteurs de cette commission, puis ensuite je l'ai présenté à un de mes amis qui était candidat aux primaires des élections présidentielles, et ils ont fait affaire ensemble, si j'ose dire, et il est devenu son collaborateur, et au plus grand bénéfice de l'un et de l'autre. Je crois que c'est un garçon remarquable, qui a toute vocation à être un homme d'État un jour. Sur la situation de la France. Cette loi reste une loi minuscule, on regarde ce qu'elle fait. Moi, je rêve, si vous voulez, d'une réforme qui... si j'avais à conseiller quelque chose au pouvoir actuel... Juste là-dessus, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul à dire tout ce bruit pour ça. Quoi. Non, mais je vais vous dire ce qui serait génial, à mon avis. Ce serait de dire, la loi va venir au Sénat et va revenir à l'Assemblée. Je n'ai pas réfléchi si constitutionnellement ce que je veux dire est possible, mais je crois que c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans la deuxième lecture de cette loi la totalité des réformes qui restent à faire dans ce pays ? Quitte à faire un deuxième 49.3, puisqu'il faudra un deuxième 49.3, mettez aussi... en force, hein, mais de toute façon, c'est pas en force. Il y a eu 70 49.3. D'ailleurs, c'est très intéressant. Dans les périodes où les gouvernements utilisent le 49.3, il n'y a pas de déficit. Il y a moins de déficit et il n'y a pas de dette publique. Dans les périodes où le gouvernement lâche et n'utilise pas le 49.3, bof, le déficit repart à la hausse. Donc, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, dans cette loi... On y a mis absolument tout et n'importe quoi, y compris les fêtes nationales à La Réunion. Bon, pourquoi on peut mettre des choses plus sérieuses comme la réforme de la formation permanente, la réforme des collectivités territoriales, la réforme de l'aide au logement, la réforme des structures de l'État, toute une série de choses dont tout a été écrit, on sait ce qu'il faut faire, la réforme du marché du travail, tout ça, c'est maintenant qu'on peut le faire, parce que après, on ne pourra plus. Il y aura des élections régionales et c'est fini. Je ne pense pas qu'on le fera. Mais parce que ça, c'est une forme de reproche au gouvernement actuel, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais non, mais je comprends. Mais pourquoi vous n'allez pas plus loin? Mais c'est pas une reproche, ça fait longtemps que je le dis. J'avais écrit un livre juste au lendemain des présidentielles de 2012, que j'avais appelé Urgence française, où il y avait une liste très précise de réformes à faire. Et je reste sur cette ligne. Ces réformes étaient à faire, elles n'ont pas été faites. Maintenant, je comprends les frondeurs qui ne votent pas pour une loi. Il y a des députés socialistes qui n'ont pas voté, qui sont en opposition. Je le dis pour nos téléspectateurs. Je suis d'accord avec la loi Macron, mais je comprends qu'on vote contre quand on peut expliquer. Écoutez, moi j'ai été élu sur un programme, il n'y avait pas la modification du nombre de dimanches, donc je vote pas. Je les comprends. Maintenant, d'où l'importance pour moi de débattre maintenant du programme présidentiel. On parle de programme. Vous n'êtes pas un élu. A priori, vous ne serez pas candidat en 2017 à l'élection présidentielle française. Personne à cette table non plus. Et néanmoins, vous rédigez un programme présidentiel. Je suis en train, avec un grand nombre de gens, et un nombre de gens croissant, venus de France entière et même d'ailleurs, de travailler à essayer de faire surgir des idées qui peuvent constituer un programme. Mon idée, c'est pas d'être candidat. Je ne le serai pas. Mon idée, c'est de mettre sur la table, avant la fin de l'année, un programme et qui comprendra ce qui est utile pour que la France, non pas en 2017, mais en 2022, c'est-à-dire à la fin du mandat précédent, soit en meilleure situation qu'elle ne serait en 2017. D'ailleurs, le site Internet qui vient d'être créé, qui va permettre de rassembler tous ceux qui nous écoutent et qui veulent apporter des idées, s'appelle france2022.fr. Et vous pouvez déjà, il est en construction, mais on peut déjà y aller. 2022.fr. Et alors, c'est à l'usage de qui, ça? Bien, c'est d'abord, on va essayer de faire en sorte qu'un maximum de gens nous apportent des idées. Par exemple, que les Français de l'étranger, qui sont peut-être nombreux à nous écouter, nous disent quelles sont les choses qui se passent dans le pays où ils résident, qui sont des bonnes idées qu'on pourrait utiliser en France. Bon, c'est un appel que vous lancez. Mais moi, je posais la question plus précisément, c'était l'usage de qui pour le porter? Vous voyez, vous pensez bien quelqu'un. Vous voyez, c'est toujours le... Quand un auteur écrit un texte ou un scénario, il pense bien à un acteur. Vous voyez toujours le problème par le bout de la personne. Et c'est ça que je veux éradiquer pour le moment. On ne reviendra aux personnes le moment venu. Pour l'instant, il faut se focaliser sur les programmes. Si le Front National est en train de monter, c'est que personne ne s'intéresse à son programme. Si la gauche et la droite n'ont rien fait, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de programme et qu'ils n'ont pas pu l'exécuter. Il faut un programme, il faut un projet de société, une vision de la France à 30 ans. Et il faut pas c'est pour ça qu'on a appelé ça France 2022, pas France 2017. C'est parce que c'est pas en 2017 qu'il faut regarder. Il faut regarder à la fin du mandat. Qu'est-ce que sera la France à la fin du mandat du prochain président? Pour revenir à la dernière élection présidentielle en 2012, François Hollande, il avait un programme. Oui, il avait 60 mesures. Il avait un programme qu'il est d'ailleurs parfaitement en train d'exécuter, mais ce programme était très insuffisant. Pourquoi? Parce que, premièrement, le président de la République choisi est
et le résultat d'un jeu de primaire qui fait qu'on ça arrive au tout dernier moment, donc on n'a absolument pas débattu longuement. Moi, si je fais un programme avec beaucoup de gens, c'est pour le débat, c'est pour que des gens nous disent tout au long de l'année 2016, non, tout ça c'est idiot, il faut faire ça à la place, et pour modifier le programme, pour que progressivement il s'améliore en fonction du regard des uns et des autres. Mais si vous arrivez au dernier moment avec des primaires, avec un programme qui est fait à la dernière seconde, dans lequel vous essayez de mettre le moins de choses qui puissent choquer les gens, et puis au dernier moment, vous ajoutez une petite mesure qui va faire bien pour attirer des électeurs de gauche ou de droite, selon que vous êtes à gauche ou à droite, vous n'avez pas un regard sur la société, vous n'avez pas de projet de société. Il faut faire un programme en se moquant de savoir si on est populaire, en se moquant de savoir si on va être élu, qui disent exactement voilà ce qui est nécessaire pour la France. Et après, en fonction de ça, on essaye d'en convaincre un maximum d'électeurs. Christophe Ayat. Vous le rencontrez encore régulièrement, François Hollande? C'est un ami, je le vois très souvent et je le soutiens. J'estime que c'est le meilleur président depuis François Mitterrand et j'espère qu'il va réussir son mandat. Pourquoi c'est le meilleur président depuis François Mitterrand? Parce que je trouve qu'il a fait plus de réformes que les autres, même si Nicolas Sarkozy a fait des choses très précieuses et très utiles. Et vraiment, il a aussi, il faut lui reconnaître quelques mérites, en particulier dans la gestion de la politique étrangère, la position de l'Europe, un certain nombre de réformes tout à fait majeures. Nicolas Sarkozy, son mandat n'est pas... Le gonflement de la dette, c'était pas terrible. Non, mais je ne fais pas l'apologie de son mandat. Son gonflement de la dette a été désastreux, mais je fais l'apologie d'un certain nombre de réformes qu'il a faites. Et de même, Lionel Jospin a fait des choses bien, il ne faut pas exagérer. Mais personne n'a fait un programme d'ensemble de réformes qui reste à faire parce qu'ils n'ont pas eu simplement le désir de le faire. Est-ce que vous avez l'impression que la France bénéficie d'une sorte d'indulgence assez incroyable de l'Europe avec ce délai de 2 ans, ce nouveau délai qui lui est donné pour atteindre les fameux 3%? En fait, ça devient une sorte d'horizon comme ça. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'accorder ce délai? Vous avez tout à fait raison. En plus, 3%, c'est pas le seul sujet, parce que même si on atteignait 3%, on resterait dans une situation désastreuse. Le plus important qui a été dit par la Commission, c'est que vous avez 3 mois pour nous proposer une liste de réformes. D'où ce que j'ai proposé de mettre dans le 49.3 toute une série de réformes majeures. Parce qu'en effet, il y a beaucoup... La France, c'est le seul pays de l'Europe qui ne s'est pas réformé de façon massive. Les Grecs ont fait des réformes extraordinaires. Alors, les réformes, c'est pas toujours bon. La réforme, c'est pas bon. Alors, l'indulgence de la Commission européenne, nous demandait Christophe Ayat. C'est bien que l'Europe n'impose pas. C'est pareil que... C'est toujours la même chose que ce dont on discute depuis le début. Je suis leur chef, donc je les suis. L'Union européenne ne peut pas faire autrement. C'est comme la Russie. On peut très bien faire des rotomontades. On n'ira pas faire la guerre à Moscou. Elle ne fera rien naturellement, l'Europe, c'est ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fera face à la France? Rien, naturellement. Donc là, vous voulez dire que la Grèce peut faire des rotomontades, mais finalement, ils vont rester à l'intérieur de l'Union européenne. Ils ont cédé. Voilà, ça y est, c'est fait, ils ont cédé. Les Grecs ont totalement cédé. Le mérite du gouvernement actuel grec, j'espère qu'il va réussir sur ce point, c'est que, étant un des premiers gouvernements vraiment nouveaux, donc non corrompus, il va pouvoir, nous l'espérons tous, faire des réformes que les autres n'ont pas osé faire. C'est-à-dire sur la gouvernance, la corruption, la fiscalité, le cadastre, enfin toute une série de choses qu'aucun gouvernement grec n'a pu faire. Mais ils ne peuvent pas le faire avec l'argent des autres. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut être un gouvernement de gauche aujourd'hui en Europe où, en fait, finalement, tout le monde applique les mêmes recettes, la loi Macron, les mêmes recommandations, rentrer dans les 3%, etc., etc. Ou est-ce qu'on peut faire une politique de gauche? Bien sûr que oui. La gauche, ça n'a rien à voir avec la gabegie. La gauche, c'est pas dépenser... un vrai gouvernement de gauche aujourd'hui, je dirais peut-être ça dans un programme qui paraîtra à la fin de l'année, mais la gauche se distingue par l'accent qu'elle met sur la mobilité sociale. Parce que j'ai appelé dans un livre récent le devenir soi, c'était la possibilité d'aider chacun d'entre nous à devenir lui-même. Et ça veut dire que la priorité majeure qui distingue la gauche et la droite, c'est l'argent qu'on met sur l'école primaire. En attendant, une fois que, souvent, ils sont au pouvoir... Les gouvernements de gauche appliquent des réformes plutôt libérales. C'est vrai, mais c'est pas... Et les inégalités ne se réduisent pas. Exactement. Parce qu'on n'y consacre pas les efforts nécessaires, qu'il y a une connivence pour mettre plus d'argent dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire, parce qu'on ne fait pas un effort inlassable. C'est l'entêtement qui permet de réussir. C'est l'entêtement qui permettra de faire de la mobilité sociale une priorité majeure. Si aujourd'hui on est dans cette situation, et si on a aussi toutes ces menaces d'instabilité et terrorisme, c'est qu'on a 12% de
de chômeurs, 25% de chômeurs chez les jeunes et 50% de chômeurs chez les jeunes des quartiers. Parce que l'enseignement primaire est catastrophique, parce que la formation permanente n'existe pas, parce que l'orientation est lamentable dans ce pays, et voilà, et parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux nécessaires. Jacques Attali, merci de nous avoir rendu visite à International aujourd'hui avec le quotidien Le Monde, Radio France Internationale et l'antenne de TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous. On reviendra sur votre programme que vous écrivez. Un programme pas de candidats, alors qu'on aura beaucoup de candidats sans programme. Peut-être, grâce à cette émission, sur le site dont vous parlez, eh bien, pourrons-nous faire un rapprochement. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Merci.